Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Ouais, mais ce qu'on oublie souvent, c'est que il n'y a pas un seul triple A qui sort sans patch, sans être buggé, sans être, tu vois. Et je trouve que effectivement, c'est pas excusable pour autant, mais taper du poing sur la table Je pense qu'au-delà alors que les du. mecs ont crunché comme des malades. Le bug, je pense que c'est une surcouche et tout le monde. Les gens râlent bêtement dessus. Mais c'est vraiment le thème, la proliférance de God apparemment qui est assez abusé. Mais surtout la narration qui est mal faite, le fait de ne pas avoir de choix, alors qu'en vrai, le jeu te présentait des choix, mais qui sont faux, etc. Je pense que c'est ça qui est mis un peu. Et une fausse promesse, je pense. Ouais, mais de toute façon, aujourd'hui, on va pas chroniquer ce jeu-là, et puis du coup, on s'en fout, on en parlera Mais plus par tard. contre, la proliférance, ça c'est chouette. Eh ben merci Julie, c'est chouette, on est d'accord. C'était le mot de Julie sur Cyberpunk. J'ai dit proliférance? Oui, je Ah, crois, je oui. pensais prolifération et je sais pas pourquoi. Ok, c'est pas mal. Ça a dérapé. Eh ben parfait. Eh bien, le Contrecast épisode 25, c'est parti. Le Contrecast, c'est quoi? C'est un podcast où j'ai toujours autour de moi de véritables passionnés qui savent nous raconter leur aventure sur un sujet qui leur a plu ou pas. Vous le savez sans doute désormais, chacun a sa chronique, puis on échange entre nous. On commence par un traditionnel tour de table virtuel cette fois-ci, avec celle qui continue son défi 2019 à parler de jeux indépendants, alors qu'elle est même pas obligée, pardon, c'est plus fort que moi. Bonjour Anya. C'est nul, c'est d'une bassesse. Voilà. Bah écoute, moi ça va. J'ai hâte de jouer à un jeu en particulier. Et sinon, voilà, j'ai hâte d'être à Noël, j'ai hâte de retrouver un semblant de vie sociale en croisant les doigts et en espérant que ça ira mieux et qu'on ne sera pas reconfiné d'ici là. Mais voilà. C'est important l'espoir. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un dé et ce sera Kentucky Route Zero. Parfait. On continue le tour de table avec celui qui nous a préparé une surprise pour aujourd'hui, qui arrivera un petit peu plus tard dans l'émission. Bonjour Zéphiriel. Bonsoir à tous, comment tu vas? Ça va très bien et toi, merci. Ouais. Comment ça va? Donc la surprise, si à un moment quelqu'un sonne à votre porte, allez ouvrir du coup parce que c'est livré directement chez vous. J'ai prévu que ce soit livré dans 20 minutes, donc ça devrait être à peu près. C'est bon. Attends, je déconne bien sûr. C'est parfait. Bah écoute, ça va, je me plains pas, c'est cool, la vie est bien en télétravail, tout ça. Je geek Code Vein, j'ai bientôt fini et voilà. Et je sais pas quand sera l'émission, mais je vais animer du jeu de rôle pour une association, pour un event pour les enfants malades. Et je suis assez content en vrai, c'est cool. Voilà. Tu peux nous rappeler la date de cet event? Tu l'as en C'est le tête, bien sûr. 18, 19, 20 octobre. Ouais, octobre. Non, décembre. Et donc c'est pas le week-end qui vient, le week-end d'après. Et du coup, je vais animer du Alien, Empire du Cerisier, et je vais animer aussi une table ronde sur le jeu de rôle et la psychologie. D'accord. Donc, c'est cool. pour les gens qui écoutent le podcast le jour de la sortie, donc le 19 décembre, ils ont peut-être le temps juste d'aller voir ça, quelque part peut-être, ou au moins... Ouais. Enfin, ils savent que ça a lieu en ce moment. Et c'est plutôt cool, donc tant mieux. Mais ça ne dit pas de quoi tu parles aujourd'hui. Je vais parler de métro, parce que j'adore la RATP. Et du coup, j'ai découvert un petit truc de la RATP là ces derniers temps. Ils font des visites nocturnes qui sont assez cool. Et donc voilà, je vais parler de ça. Super. Peut-être un escape game, on sait pas, on va voir. Et on termine le tour de table avec celle qui va enregistrer pour la première fois à distance un épisode du Contrecast. Bonjour Julie. Bonjour, ça va? Super, toujours. Et toi? Ça va, bah écoute, ouais, premier enregistrement à distance. Jusqu'ici tout va bien. Mais j'ai quand même hâte de vous retrouver IRL Bah oui. pour la prochaine, j'espère. On espère, on croise les doigts, hein, comme dit Anya. Et ton sujet du jour, quel est-il? Je vais vous parler de Jeanne d'Arc. Parfait. Bon, on a des sujets encore bien variés aujourd'hui, c'est très bien. Eh bien, allons-y pour le premier sujet. Aujourd'hui, Julie a décidé de vous parler de Jeanne d'Arc. Alors non, on va pas parler de la pucelle d'Orléans, en tout cas pas celle que vous imaginez, mais plutôt d'un phénomène né sur les réseaux sociaux, si j'ai bien compris. Tu peux nous expliquer ça, Julie? Oui, alors
Bon, petite précision pour commencer. Jeanne d'Arc, ça s'écrit _ Jeanne _ Darc avec un K _. Voilà, pour contextualiser un peu. Voilà, ces dernières semaines, on a tous rincé Netflix et nos bibliothèques, enfin un peu moins nos bibliothèques quand même. Moi, j'avais envie de vous parler de loisirs qui s'expérimentent physiquement. J'avais envie de parler de danse, de GN, d'escape, de théâtre, et puis un peu rappé quand même ces dernières semaines. Et puis j'ai vu passer un event sur une pièce en live sur Insta. Et là, j'ai eu un flash. Ça m'a rappelé en effet une affiche que j'avais vue à l'automne pour une pièce de théâtre, donc intitulée Jeanne d'Arc. Qui m'avait déjà vachement interpellée parce que sur l'affiche, on voit une actrice se prendre en selfie avec son iPhone et avec un gantelet sur sa main. Donc un gantelet, c'est un gant articulé, un gant d'armure médiévale. Donc forcément, trigger GN, moi ça m'a interpellée immédiatement. Voilà, j'avais envie de voir ce truc, mais j'avais pas poussé plus loin à l'époque. À l'automne. Donc Jeanne d'Arc, c'est quoi? En fait, c'est un peu une première, c'est une pièce de théâtre qui a été conçue et performée en live sur Instagram. Alors, l'autrice de cette pièce et metteuse en scène, c'est Marion Sieffert. La pièce est interprétée et performée par Elena de Laurence. Et donc cette OVNI, c'est une pièce qui a été créée pour le théâtre de la Commune à Aubervilliers pour le festival d'automne. Donc, je sais que ça a l'air comme ça un petit peu confus, j'y viens. Donc le pitch de Jeanne d'Arc est le suivant. Jeanne est une lycéenne de 16 ans qui vit à Orléans et qui est un peu brimée par ses camarades parce qu'elle est toujours vierge. Et un jour, Jeanne en a marre et depuis sa chambre, elle craque et elle décide de nous parler de ses états d'âme, de ses difficultés avec ses parents, avec les mecs, avec son corps et tout ça en live sur Insta. Donc cette pièce, elle était initialement représentée dans une salle de théâtre, donc la Commune à Aubervilliers. Et l'actrice, donc seule sur scène, joue et puis se filme en même temps avec son téléphone et elle fait un live Insta. Et en parallèle, dans la salle de théâtre, il y a 2 écrans qui retranscrivent le live Insta avec tous les commentaires qui se passent en direct. Donc c'est vraiment une performance bimédia. À la fois la pièce se déroule dans un théâtre, et en même temps, elle se déroule sur Instagram avec vraiment ces 2 volets-là qui sont aussi importants l'un que l'autre. Alors, la pièce, elle a commencé à être jouée en octobre et puis le confinement est arrivé en novembre. Et puis finalement, la metteuse en scène a décidé de tenter de transcrire cette pièce 100% Instagram. Et c'est là qu'est apparue donc Jeanne d'Arc version à part. Donc c'est de cette pièce dont je vais vous parler parce que je n'ai pas eu la chance et je n'ai pas eu le temps de voir la pièce en vrai au théâtre. Donc ça s'est déroulé, il y a eu 3 lives, c'était au mois de novembre sur Insta. Donc j'ai vu un de ces 3 lives-là. Donc au niveau de la technique, c'est assez intéressant parce que l'actrice utilise vraiment les moyens qui sont à sa disposition, à savoir un téléphone et des prises de vue selfie, pour créer vraiment une vraie mise en scène. C'est-à-dire qu'il y a des prises de vue qui sont volontairement moches, où elle va être en contre-plongée, filmée de très près, donc on va voir un peu sa peau d'ado boutonneuse, les poils, elle va être un peu grotesque, on va voir ses narines, voilà, c'est vraiment mise en scène comme ça. Et puis elle va interpréter, donc elle toute seule, différents personnages, et donc adapter sa mise en scène et la façon de se filmer en fonction des personnages qu'elle incarne. Il y a notamment un moment hyper malaise où elle relate une scène de confession avec un prêtre, donc où elle interprète son propre rôle et celui du prêtre. Donc en fait, elle tourne le téléphone à chaque fois qu'elle interprète un des 2 personnages, et juste avec
voilà, ce petit trick de tourner le téléphone et changer l'angle de vue, on a vraiment genre deux visages complètement différents qui apparaissent. Évidemment, tout ça en live, quoi. Donc c'est quand même assez dingue. On voit qu'elle a quelques accessoires, elle a un selfie stick et elle va utiliser quand même pas mal cette technique pour faire une atmosphère un peu étrange. Il y a notamment un moment où il y a un angle de vue pas habituel, où elle est près du sol, où le téléphone est également au niveau du sol. Elle est accroupie, un peu en forme d'araignée, et c'est complètement le fantôme japonais à ce moment-là. Donc il y a vraiment j'ai trouvé une utilisation des accessoires qui sont en fait assez limités, qui devient complètement folle, quoi. Ça prend une dimension assez étonnante. Il y a quand même pas mal de jeux de lumière aussi sur la pièce, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ça devient hyper néon rose. Il y a aussi un jeu sur la playlist, parce qu'il y a des moments où elle va se mettre à criser, se mettre à danser toute seule comme une ado dans sa chambre, etc. Elle va aussi utiliser pas mal de filtres, donc je trouvais ça assez chouette, l'utilisation de ces outils vraiment propres aux réseaux sociaux au service d'une pièce de théâtre. C'était assez nouveau, j'avais jamais vu ça. Et on a vraiment envie de voir le behind the scene, parce qu'on comprend en fait au fur et à mesure qu'il y a quand même des assistants sur le plateau, qu'elle gère énormément de choses toute seule, elle a son téléphone, son stick, etc. Mais il y a quand même de la lumière, de la playlist, donc on s'imagine qu'il y a des gens derrière, mais on ne sait pas combien, et c'est assez rigolo. Alors en lisant une interview de la metteuse en scène, explique quand même que l'endroit dans lequel c'est filmé, ce n'est pas le vrai appartement de l'actrice, mais c'est vraiment un décor. En fait, c'est un appartement qui a été mis à disposition comme décor, où ils ont recréé un peu une chambre d'ado dedans, avec une grosse moquette blanche, un petit peu un esprit cocon. Voilà. Donc ça, c'est pour le côté technique. Et moi, ce que j'ai trouvé vraiment complètement fou, c'est en fait c'est le méta, quoi, qu'il y a dans cette pièce. C'est une mise en abîme totale. C'est une ado qui parle de sa vie d'ado et de son rapport à son image et à son corps, notamment à travers les réseaux sociaux. Et la pièce se déroule sur les réseaux sociaux, et en live, il y a tous ces commentaires. Et là, c'est génial. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des spectateurs qui sont là pour voir la pièce. Ça peut être des spectateurs soit qui ont vu la pièce sur scène et qui veulent revoir un live, soit qui ont loupé la version théâtre et qui se retrouvent là pour voir la pièce. Il y a aussi plein de gens, on comprend, qui se retrouvent un peu là par hasard et qui comprennent pas trop ce qui se passe, en tout cas qui mettent du temps à comprendre que c'est une pièce de théâtre et que c'est pas une vraie ado qui est en train de faire un monologue et de raconter sa vie. Il y a aussi pas mal d'ados qui font un peu des réflexions d'ados, parfois un peu bêtes, parfois rigolotes. Il y a aussi vachement de trolls, donc t'es moche, t'as des grosses narines, etc. Et puis des gens, comme des commentaires en live sur Insta, quoi. Donc j'ai faim, je vais manger des pâtes. Allez, salut, machin, viens. Donc très marrant. Et puis aussi pas mal de spectateurs qui décident de jouer le jeu des trolls ou des gens qui ne savent pas ce qu'ils font là, en répondant premier degré à ces commentaires-là, alors que eux savent très bien qu'il s'agit d'une fiction. Voilà, donc c'est pas juste une captation de quelque chose qui se passe dans un théâtre, hein. C'est pas juste on a mis une caméra et puis parce que confinement, désolé les gens, vous pouvez pas venir au théâtre, vous allez voir ça sur votre téléphone. Non, c'est vraiment faire du réseau social un espace à part entière dans la mise en scène. C'est une nouvelle scène de théâtre. Voilà, c'est très 2020. Et ce qui est assez étonnant, c'est que Marion Sieffert explique qu'elle avait conçu la pièce en fait avant la crise sanitaire. C'était pas du tout un projet conçu en réaction pour s'adapter à la fermeture des théâtres, et c'est vraiment complètement fortuit. Et elle a créé une œuvre qui finalement qui arrive à point nommé et qui s'adapte parfaitement
à la situation actuelle. Et après, le thème, c'est quand même un thème sérieux, mais abordé avec quand même pas mal de dérision. C'est l'ego trip des ados sur Instagram et en même temps des ados complètement bullied sur les réseaux. C'est le rapport que peuvent avoir des jeunes filles aux autres, à leur corps. Il y a quand même des scènes qui sont assez trash et assez dures sur justement la façon dont Jeanne se perçoit, toujours avec ses gros plans, elle parle de son corps et à quel point elle aime pas. Enfin, c'est assez fort. Et puis, ça incarné de manière absolument géniale par l'actrice et performeuse Elena de Laurence, qui elle est complètement l'ado de 16 ans. C'est-à-dire qu'elle a un physique, elle a beau avoir une trentaine d'années, elle a un physique qui est tout maigre, avec des grands cheveux longs, noirs, une mine complètement triste. Enfin, elle est complètement cet ado-là dans son mal-être et dans son malaise permanent. Et voilà, je voulais finir par une mention spéciale pour une scène d'engueulade jouée donc par Jeanne avec sa mère, qui est absolument mythique, où on se retrouve complètement, quoi. T'as vécu ton adolescence en tant que fille et tu t'es engueulée avec ta mère qui te surprotégeait, et là tu retrouves tout ça. À la fois tu dis oh mais elle est tellement méchante avec sa mère, et tu dis mais en même temps elle est tellement dans le mal-être et elle a tellement l'impression que sa vie est foutue et que c'est un drame et que aucun mec ne voudra jamais la regarder. Enfin, c'est vraiment Quand tu le vends plutôt bien. mythique et super croustillant. J'ai vraiment adoré. Voilà pour Jeanne. Je finis quand même sur point de vue complètement pratique. Il y a quand même une tournée qui était prévue pour cette pièce. Tournée en France, il y avait des dates sur toute l'année. Là, les prochaines dates, elles étaient prévues le 16 et le 17 décembre. Là, on vient d'apprendre il y a peu de temps que les théâtres ne rouvriront pas le 15 décembre, donc ce sera râpé pour Pau. Mais en tout cas, il y a des dates à partir de janvier jusqu'en mai. Et la dernière date, c'est évidemment au CND d'Orléans, bien sûr. Voilà. Et ce sera donc en mai. Il y aura peut-être des nouvelles versions, des nouvelles dates de la version à part, je ne sais pas trop. Je pense que pour ça, il faut suivre le compte de Jeanne d'Arc pour suivre un peu de plus près l'actu sur les prochaines représentations. Et de toute façon, il y a le petit lien toujours en bas dans la description du podcast. Ouais. Du coup, j'ai quand même quelques questions par rapport à tout ce que tu as dit. Déjà, au niveau de l'interaction, tu disais il y a un peu de tout, des gens sérieux, des gens qui comprennent pas, des trolls, etc. Ça j'ai du mal à comprendre, mais c'est écrit à l'avance, c'est des gens ou c'est vraiment naturel, des gens qui viennent de nulle part et qui commandent comme ça en direct. Non, c'est pas écrit à l'avance. C'est alors, en tout cas, sauf à ce que ce soit caché, mais il n'est pas prévu qu'il y ait si tu veux, des gens de la team de la pièce qui viennent pour poster des messages spécifiques qui auraient été écrits en avance. Non, c'est vraiment des réactions live. D'accord. Mais des réactions live à plein de niveaux différents, parce qu'il y a des gens qui sont là pour voir une pièce et des gens qui ne savent pas ou qui n'ont pas encore compris qu'ils sont en train de regarder une pièce, par exemple. Ok. Et ça dure combien de temps au final, cette pièce ? Ça dure 1h45. Donc c'est pas un petit machin, c'est pas une petite vidéo d'un quart d'heure, c'est une vraie pièce. Il y a moi, la représentation que j'ai vue, il y a eu une petite pause, un petit entracte quand même, et puis après elle a repris le live au bout de 10 minutes. Ouais. Ok, mais c'est quand même une belle performance. Là sur le... Pardon. Vas-y, Zaf. Sur le... Toi, tu l'as vu en live, c'est ça ? Non, tu l'avais pas vu en live. Je l'ai pas vu au théâtre, d'accord, donc ok. moi j'ai vu le live, j'ai vu la version à part, donc un live Insta en novembre. D'accord. Donc pendant le confinement, je me dis, putain, ouais. 1h45, moi, qu'une pause de 10, je me demande si la pause, elle perd pas énormément de viewers, mais c'est peut-être pas le but. Les gens y reviennent. Tu retrouves à peu près le même nombre de viewers après la pause. Ah, c'est fou. Donc les gens restent quand même. Hein. Ouais. C'est fou, en fait. À écouter, je me dis, la perf, elle doit être malade, en fait, à gérer. Ça va être complètement dingue. C'est dingue. Ouais, c'est vraiment. C'est pas. Elle est actrice, elle est danseuse aussi, donc elle. J'ai pas vu d'autres pièces d'elle, mais du coup ça m'a donné envie. Et elle fait quand même plein de choses. Elle est un peu à la croisée des chemins, donc c'est pas
Voilà, elle est entre le théâtre, un peu le cirque, un peu la danse, et puis du coup, elle se retrouve aussi à gérer un truc qu'elle gère pas d'habitude, à savoir la technique sur le plateau. Bon, pas toute seule, mais de fait, ouais, elle gère aussi un peu ça, quoi. Et tu parlais du chiffre que tu voyais sur les nombres de personnes connectées. Tu te souviens à peu près combien il y avait de personnes qui regardaient? Je sais pas, je me rappelle On parle de centaines, peut-être 500 non, pas milliers, non. Je vais pas te dire de bêtises, mais c'était en centaines. Après, je sais plus si c'était 300, 400, je sais plus. Ok. Et après, j'ai été voir son compte Ouais. un petit peu et j'ai vu une vidéo. Alors, je sais pas si c'est un extrait du spectacle. C'était quand elle était avec son père. Il parlait de la police et du racisme dans la police. Ouais, D'accord, donc ça fait partie du spectacle, ça. ouais, Ok. carrément, ça fait partie du spectacle, ouais. Et j'ai Ouais. adoré ce passage. Enfin, je trouve que ce qui était hyper fort, c'était sa façon d'interpréter deux personnages. Où, comme tu disais, il y a une partie en contre-plongée et l'autre en plongée. Où en fait, je regardais, j'écoutais, et en fait, j'ai eu même du mal à réaliser à un moment donné. Je me suis dit, ah, en fait, elle est toute seule, quoi. Enfin, genre, j'ai cru qu'il y avait deux personnes tellement ça s'enchaînait de manière hyper fluide. Et enfin, c'était. Je sais pas combien il y a de personnes dans sa tête, mais il doit y avoir beaucoup pour bien pouvoir gérer ça, quoi. Ouais. Carrément, c'est vraiment c'est magique, quoi, ouais, comme la scène avec le prêtre. Je crois que par contre, quand il y a la mère, je crois que c'est quelqu'un d'autre qui l'incarne, mais on la voit pas. Mais oui, tu sais, t'as l'impression qu'elle est sur scène avec genre une veste d'un côté, enfin c'est double face, quoi, une veste, je sais pas, d'une couleur d'un côté, de l'autre, et elle se tourne et juste t'as quelqu'un d'autre devant la caméra, quoi. Ouais, c'est assez fort. Hein. Anya, est-ce que tu avais entendu parler de Jeanne d'Arc? Absolument pas. Avant que justement Julie nous en parle, j'avais jamais entendu parler de ça et je trouve le concept assez génial. Je pense qu'il y a pas mal de formats tradis qui, en termes de pièces de théâtre, qui gagneraient à justement passer à ce format-là. Après, le côté interactif où, comme tu disais, tu as des trolls qui viennent juste pour passer leur petit message ou leur petit big up en plein live. Je sais pas si en soi c'est une volonté effectivement d'appuyer sur ce côté mettre en avant le côté un peu social, un peu jeune, je vais dire. Mais moi j'aurais un peu peur que ça me perturbe justement, que ça me coupe un peu dans mon immersion. Mais c'est peut-être pas le cas. Mais en tout cas, moi, je suis carrément pour la démocratisation de ce format, surtout pour du théâtre où voilà, on n'a pas tant de spectateurs que ça en physique, à part sur les grosses productions. Et je trouve que voilà, ça donne un peu de visibilité Ouais. au théâtre en soi. Et Moi, ce c'est que cool. j'allais dire, c'est que sur le coup, là, en fait, elle tape sur une séance, elle va avoir plus de monde qu'elle pourrait avoir dans un théâtre. Oui, Et donc, elle a une visité de malade. Et ouais, surtout, mais c'est après, cool de. Pardon. vas-y, continue. Non, après, c'est cool aussi de pouvoir apporter ce média à travers Instagram ou à travers autre chose, en fait. Justement, enfin, tu vois, parce que finalement, le théâtre, j'ai l'impression que le théâtre, en fait, tu prends goût à ça plus en vieillissant. Ça paraît un peu con de dire ça. Mais, Carrément, hein, c'est très élitiste Ouais. aussi, hein, c'est un oui, truc, oui, pour résumer, c'est un truc de vieux, c'est un truc de blanc, donc c'est aussi un moyen voilà. ramener le théâtre dans d'autres milieux, de le rendre accessible. Et puis c'était aussi clairement la démarche, hein, le live Insta, tu le payes pas. Oui. Mm. N'importe Oui, qui peut voir la pièce, il n'y a pas de limitation. Je crois que c'était complet le spectacle en octobre, donc c'est aussi l'occasion de voir un truc que tu n'aurais pas pu voir, soit parce que t'es pas dispo, soit parce que tu peux pas te payer ta pièce de théâtre, soit parce que juste c'est complet, quoi. Donc ouais, carrément. Et tu sais s'ils ont quand même mis un système de chapeau virtuel pour un peu quand même récompenser s'il y a des personnes qui voulaient participer, faire un petit don par rapport à ça justement, pour combler un peu la perte du prix des tickets. Non, écoute, j'ai pas connaissance de mécanisme de ce type-là. Je pense pas. D'accord. Je pense pas que ça ait été mis en place. Ouais. En tout cas, je sais que j'ai lu une interview où justement elle disait faire payer le live, non. Donc je pense que dans l'idée aussi, c'était voilà, c'est complètement libre et gratuit. Très bien. Mais bon, ça ne nous empêche pas d'envoyer un petit chèque au théâtre. Hein, Et pourquoi pas, pourquoi Oui, pas. mais j'imagine qu'il y a un c'est signe clair. quelque part, quoi. Et du coup, Zef, peut-être pour conclure, donc t'as un petit peu parlé plus tôt, mais est-ce que ça c'est quelque chose qui t'attire comme format? Qu'est-ce que t'en as pensé? Ah, de ouf.
Mais de ouf, enfin moi, enfin déjà le théâtre c'est un truc que je fais pas assez et que je kiffe vraiment sa race quoi. Et pour le coup, c'est clairement un truc qui. Le seul truc qui m'embête là-dedans, c'est que j'aime bien l'idée d'aller au théâtre pour aller au théâtre. T'as aussi le déplacement, t'as aussi Oui. la pièce, t'as aussi le fait de dire je réserve mon temps pour ça spécifiquement. Et quand je suis chez moi, j'ai du mal à rester sur une vidéo autre. Quand je suis devant mon PC, j'ai du mal à faire que ça en fait. Je regarde mon téléphone, je vais regarder sur une autre page un autre truc en même temps, tu vois, comme ça. Donc j'ai peur de perdre la concentration. Mais clairement, je trouve que le format, il est clairement dans notre siècle. Et c'est génial, en fait, de pouvoir se dire que tu amènes, tu donnes l'accès aux gens de façon virtuelle, tu profites des commentaires d'une certaine façon silencieux qui sont là, quoi, tu vois. Donc tu profites en fait de ce qu'il y a, de ce que le public peut apporter en étant toi-même dans le public. Donc de ça et des images qui peuvent être amenées par rapport au public et tout. Et tout ça de façon silencieuse, tu vois, au théâtre, t'es souvent, enfin, au théâtre, au ciné ou dans ce genre de spectacle, t'es seul dans ta tête, en fait, dans tout le long du truc. Et en fait, le fait de pouvoir partager ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que ressentent les gens et trouver parfois des sensations ou des échanges qui peuvent être fous avec toi, en fait, et d'avoir vraiment la sensation de le vivre avec les autres, moi, je trouve ça cool, en fait. Ça doit être vraiment une expérience différente, quoi. Je vois très bien ce que tu veux dire, en effet, ouais, c'est sûr, mais bon, après, on s'adapte aussi à la génération, au temps de cette pandémie qu'on a connue en 2020, qu'on connaît en 2020, et puis ça peut aussi permettre à d'autres personnes qui n'auraient pas voulu rentrer dans un théâtre de découvrir ce genre de prestations, de représentation, donc c'est plutôt cool, je trouve. En tout cas, merci beaucoup Julie de nous avoir parlé de Jeanne d'Arc, donc il y a aussi plus bas dans la description les différents liens pour retrouver le compte Instagram et les éventuelles dates à venir si on a la possibilité d'y aller. Ça va vous paraître bizarre, mais il y a quelque chose qui m'a quand même un peu manqué en cette année 2020, si particulière. Alors certes, j'espère qu'on va pas attendre 13 ans de plus pour pouvoir utiliser à nouveau, mais je crois que je m'égare. Bon, je vais plutôt laisser Zéphirin vous parler de Métro 2033, plutôt que continuer mes jeux de mots pourris. On t'écoute. Ok, c'était vraiment pas mal comme idée. Merci. Métro 2033, donc je vais vous parler d'un bouquin, une série de bouquins plus, qui est assez vieille maintenant, parce qu'en vrai le premier titre est sorti en 2010, donc ça a quand même fait son temps. Moi j'ai connu ça assez tard. Et en fait j'ai découvert ça il y a pas si longtemps que ça avec un ami, John Couscous, qui m'a donné un bouquin de Andrei Diakov, qui est un russe, Mais c'est vrai, qui a sorti. c'est vrai, j'ai oublié que c'était moi, mais vas-y, continue. Qui avait sorti en 2012 un bouquin qui s'appelle Vers la lumière. Enfin, il a sorti deux bouquins, Vers la lumière et Vers les ténèbres. Donc c'est deux bouquins qu'il a sortis d'une année sur l'autre en 2012-2013 et qui se passent dans un univers qui est l'univers de Métro 2033. Et en fait, en lisant ces deux bouquins, je me suis dit, hey, mais cet univers post-apo en Russie qui se passe dans le souterrain du métro où les gens sont obligés de vivre là parce qu'il y a eu des retombées atomiques dans leur belle ville et qu'ils sont obligés de vivre dans le noir tout le temps, ça a l'air assez cool en vrai. Et donc en fait voilà, j'ai commencé à m'intéresser à ça. J'ai vu plus tard qu'effectivement il y avait des jeux vidéo qui étaient déjà sortis, Métro 2033 et Métro Exodus, si je dis pas de conneries. Exodus. Ouais, exactement. Qui sont dispo, que j'ai pas encore touché. Et il y a un jeu de rôle qui est sorti sur un Ulule que j'ai déjà backé normalement et que j'attends de recevoir dans ces prochains mois environ. Et donc voilà, et donc j'ai découvert ce bouquin, j'avais Métro 2034 en bouquin que le même ami m'avait filé, et comme il y avait 2033 avant, bah j'ai commencé par 2033 à lire, et j'ai enchaîné 2033, 2034. Et là j'en suis à 2035. Qui sont vraiment donc les années où on découvre ce nouvel univers post-apo. Et en fait, dans le premier, parce que je pense que le premier suffit à lui-même pour comprendre l'univers et la froideur du monde dans lequel l'auteur, donc Dimitri Gluglovski, nous plonge. En fait, on suit un protagoniste qui s'appelle Artyom, qui est un personnage qui doit avoir même pas la vingtaine d'années. Qui vit dans une station de métro qui s'appelle VDNH, qui est une station de métro qui se trouve au sud du grand métro de Moscou, pardon. Et en fait, je parle de Paris parce qu'il y a aussi du coup un bouquin qui se passe dans ce même univers, mais qui est à Paris, et j'attends de pouvoir lire aussi. Bref. Et du coup, on découvre que dans son univers, lui, en fait, il a vécu un tout petit peu à la surface, genre 4 ou 5 ans, avant que les premières bombes atomiques résonnent au-dessus du monde, et que l'humanité se sont donc cachés dans le métro parce que c'était le seul
endroit assez profond pour résister aux bombes et qu'on pouvait fermer hermétiquement pour pouvoir éviter les retombées nucléaires. Et donc depuis plus d'une vingtaine d'années, ouais, il doit être un peu plus vieux que ça, j'ai plus son âge en tête, mais depuis plus d'une vingtaine d'années, en fait, les gens vivent dans le métro. Et donc il y a toute une société de Moscou, tout Moscou, enfin une grosse partie de Moscou, qui vit dans le métro. Et en fait, les stations sont devenues des villes, entre guillemets, qui ont chacune leur ambiance, chacune leur façon de vivre, leurs croyances, leur façon de gérer la population et leurs droits et leurs lois et ainsi de suite. Et donc lui, en fait, il est dans une toute petite station qui n'a vraiment que dalle, qui élève des porcs, donc sous terre, faut imaginer le truc, qui cultive des champignons qu'ils utilisent pour se nourrir et qu'ils utilisent pour faire du thé. Et en fait, sa station est connue juste pour ces fameux champignons en fait qu'on n'arrive pas à cultiver ailleurs que dans sa station. Et un jour, il y a un mec qui vient le voir, ce qu'on appelle un stalker. Alors c'est pas un mec qui regarde tes comptes Instagram, mais c'est un mec qui va, en fait, avec un équipement spécial, sortir à la surface et aller récupérer du matos ou faire des missions spécifiques de reconnaissance et du reste. Donc c'est un peu les top level S record du monde de métro. C'est les mecs qui ont dans ce libar pour y aller, quoi, tu vois. Les mecs et les nanas d'ailleurs, parce qu'en fait je dis mec, mais il y a aussi des nanas. Et donc il y a un stalker qui vient le voir, genre c'est vrai, faut imaginer un peu le mec, le tueur à gages, quoi, le gars crâne rasé, visage bien slave, les muscles saillants partout, les nerfs à fleur de peau, le mec il voit tout partout, il entend tout dans le métro, enfin c'est un truc de ouf. Et en fait qui vient le voir en disant ok, je sais que t'as fait une connerie il y a quelques années de ça. Grosso modo il explique qu'il a laissé ouvert un passage à des mutants, en fait, je vais appeler ça comme ça. En fait, dans le roman, il les appelle les Noirs, mais je suis pas très fan de l'appellation, parce que je trouve que ça représente pas le truc. Mais en fait, c'est vraiment des mutants dans le sens où c'est des humains, ou autre chose, en tout cas, qui a évolué au fil du temps, et qui ont des capacités un peu surnaturelles. Et même ça, c'est assez amusant, parce qu'on ne sait pas si c'est vrai ou pas, en fait. Enfin, l'auteur laisse libre cours à tellement de choses, c'est que il décrit ces mutants comme des personnes qui peuvent envoyer des ondes ou lire dans les esprits, ou qui sont un peu télépathes, ou ce genre de choses qui sont ultra forts, qui sont adaptés à leur vie dans le métro, en fait, sous terre. Mais en fait, il y a tellement de moments où même le personnage en lui-même doute de ce qu'il a entendu, doute de ce qu'il a pensé, doute de ce qu'il a vu, qu'en fait, on sait même pas si c'est vrai ou ou il a juste inventé des choses en voyant des mutants, parce que des mutants existent, ça c'est sûr. Mais du coup, il y a toute cette psychologie qui est complètement en permanence mis en doute sur tout ce qu'il voit, tout ce qu'il pense. Et c'est assez intense comme truc. Et en fait, l'auteur, sur le premier bouquin, il va créer donc son héros, donc Artrium, qui va aller en fait de sa station de merde vers la station centrale du métro, qui est la plus grosse station évidemment, où c'est considéré comme l'opulence parce que il y a plein à manger, il y a de la lumière, il y a plein de trucs qui sont assez folles par rapport à là où il est. Et en fait, il doit aller là-bas pour les prévenir que justement il peut y avoir une attaque de mutants. Et en fait, on va suivre son périple à travers les différentes stations du métro. Et en fait, il raconte que le trajet entre chaque station, c'est une épreuve incroyable. Et en fait, quand on se rend compte du truc, c'est que tu prends le métro à Paris, d'une station à une autre, t'as, allez, 700 mètres, maxi, 1 km entre deux stations, ce qui est beaucoup, hein, déjà. 500 mètres, c'est une moyenne, tu vois, je dis ça, mais faudrait vraiment regarder, j'ai pas regardé, mais je pense qu'il n'y a pas plus. Et en vrai, 500 mètres sous le métro, il te décrit ça, mais t'as l'impression que le mec, il traverse un monde entier, quoi. Et il y a le noir, parce qu'ils sont dans le noir complet, leur putain de lampe de poche, elles éclairent que dalle. Il y a le danger de pouvoir rencontrer des rats qui peuvent te bouffer vivant. Il y a le danger de rencontrer un mutant. Il y a le danger de rencontrer quelqu'un d'autre qui pourrait t'en vouloir pour X ou Y raison, ou qui pourrait te tuer parce qu'il est lui-même ébarge. Il y a la psychologie du truc en disant, quand on vit dans le noir en permanence, et qu'il n'y a rien d'autre que ça, il n'y a pas d'autre son que le noir, en vrai, il y a une forme de psychose qui s'installe en mode t'as l'impression d'avoir toujours quelqu'un derrière toi en fait. Et il dit si tu rentres dans ce schéma, tu t'en sors jamais en fait. T'as l'impression de tourner en rond parce que t'as toujours quelqu'un derrière toi et en fait tu te perds vite en fait. Tu te perds toi-même. Et bref, t'as ce genre de choses et à chaque station, il va se passer un événement. J'ai l'impression de lire à chaque fois une petite nouvelle sur chaque station et les croyances qu'on y croise et la façon de vivre des gens. Il y a
néo-nazis du 4e Reich. Il y a les nouvelles croyances qui pensent que le métro a été creusé par un ver géant et que c'est le ver géant qu'il faut édifier au rang de Dieu parce que c'est lui qui nous donne la vie. Il y a les mecs qui creusent, et ça c'est ouf, il y a des mecs qui creusent le métro pour aller profondément sous terre parce qu'ils pensent qu'ils vont ouvrir la porte de l'enfer et pouvoir soigner tout le monde avec ça. T'as les rumeurs d'une ville entière cachée dans le métro où les gens vivent avec toutes les réserves de bouffe qu'il faut. Ils ont même un soleil artificiel qui leur permet d'avoir des cultures normales et tout. T'as tout ça, en fait, toutes ces croyances un peu à la con. Et en fait, à chaque fois, le mec va traverser tout ça en voyant ce qui se passe et en voyant qu'en fait, son monde, lui, ce qu'il voyait dans sa station, c'était vraiment un trou de souris par rapport à ce On peut s'y attendre en tout cas dans ce genre de situation, mais c'est pas angoissant justement d'être constamment enfermé en fait, même si c'est que de l'écrit, mais je me dis, je sais pas, à vous écouter, enfin surtout à t'écouter Zef, ça m'a paru vraiment, ouais, je me suis senti renfermé en fait, je sais pas comment définir. C'est complètement ça. Genre, vraiment, le moment où il met la première fois les pieds dehors, il décrit le truc, tu dis, ah ok, en fait, t'as vraiment l'impression de prendre une respiration qui est ouf, quoi. Et pourtant, même quand il est dehors, il est avec son masque à gaz et il voit le monde à travers son masque à gaz dégueulasse, tout petit, étriqué et tout. Et même là, il a l'impression de voir les choses, mais de vivre d'un seul coup autre chose, quoi. Et même ça, c'est ouf parce que l'auteur, il s'arrête pas, quoi. Tu vois, genre, le gars, il sort à l'extérieur. La première chose qu'on lui dit, c'est regarde pas l'étoile de Moscou, du Kremlin. La regarde pas, c'est dangereux. Et en fait, même ça, tu dis pourquoi pourquoi ça en fait? Et en fait, le mec, à un moment, il détourne le regard et le récit se coupe et il se réveille 4 heures après. Et on lui dit, on t'avait dit de pas regarder. Et tu dis, what the fuck, c'est quoi ce truc? Et c'est génial. Enfin, vraiment, c'est prolifique, quoi. C'est vraiment un matériau de ouf pour créer des trucs dedans, quoi. Ouais. Donc j'imagine que t'as voulu te mettre dans l'ambiance, tout ça pour un futur GN aussi, quoi. Ah, je rêve d'un GN là-dedans. Okay. Bah justement, parlant GN, on va passer la parole à Julie. Est-ce que tu connais, toi, l'univers de Métro? J'ai pas lu, je connais pas, mais du coup ça me chauffe de ouf. Le côté un peu différentes castes et sociétés reconstituées dans un univers fermé, ça fait un peu penser à Snowpiercer. Tu vois qu'il y a des gens, ils sont nés, ils meurent dans un endroit qui est clos et avec vraiment une ségrégation spatiale selon le niveau de richesse, de classe, etc. Moi, c'est vraiment des fictions des univers qui m'attirent vachement et en effet, avec ce côté hyper mystérieux, mystique voilà, des entités, on sait pas qui c'est, ça me fait marrer l'étoile, l'œil de Moscou qui te regarde. Non, ouais, clairement, ça m'a donné vraiment envie, carrément. Et je suis candidate pour une partie de jeu de rôle. De ouf. Mais on pourrait faire ça tous ensemble même. De C'est ouf. cool. Dès qu'il sort, je vous pique. Parfait, avec plaisir. Très bien. En tout cas, merci beaucoup Zef de nous avoir parlé de Métro 2033 et ce qui a suivi, donc de Dimitri Gloukovski. Donc tu disais sorti en 2005 en russe et 2010 en VF, j'avais noté ça. Ouais. Et en plus, derrière, il y a eu des jeux qui sont sortis, donc ça peut être intéressant pour prolonger l'expérience. En sa qualité de chroniqueuse spécialisée dans le jeu indépendant, aujourd'hui Anya a décidé de nous parler d'un titre assez unique, car je l'ai découvert seulement en préparant cet épisode, et de ses particularités diverses. Du moins dans sa conception. Dis-nous Anya, qu'est-ce que Kentucky Route Zero ? C'est beaucoup de pression cette intro. Et pourquoi ? Parce que en sa qualité de chroniqueuse du indé. Tu aimes nous parler de ce genre, donc mais c'est bien, moi j'adore. Mais oui, j'aime ce genre et effectivement, c'est plus trop un secret. D'abord, je vais peut-être commencer par comment cette aventure a commencé et pourquoi je vous en parle. Parce qu'en fait, en février de cette année, donc 2020. Il y a le 5e épisode et le dernier d'ailleurs de la saga Kentucky qui du coup marquait la fin de plus de 7 ans d'aventure qui aura vraiment marqué un tournant dans l'industrie du jeu indé. Et en fait, tout démarre en 2011 avec un petit studio américain qui s'appelle Cardboard Computer. Et un Kickstarter qui connaît un succès vraiment plutôt mitigé.
Il est tout de même financé à hauteur de $8 500, je crois. Et en fait, on va retrouver 3 personnes derrière tout ça, Jack Elliott, Tamas Kemenksi, pardon, et Ben Babbitt, qui vont du coup se mettre au boulot et sortir le premier opus de ce point and click en 2013. Donc le public fait alors la connaissance de Conway, qui est en fait le héros de la saga, pour la toute première fois. Qui est Conway? C'est en fait un livreur assez vieux qui a vécu son temps, qui a pas mal d'expérience, et qui bosse pour une petite boutique d'antiquités. Et en fait, notre héros et son fidèle compagnon canin, dont les joueurs vont pouvoir d'ailleurs choisir le nom. Ils vont parcourir les routes et avec un objectif très précis en tête, se rendre au 5 Dogwood Drive afin d'y faire la toute dernière livraison de Conway. Par contre, ce que vous ne savez pas, c'est que vous ignorez comment vous y rendre et décidez de chercher l'info à la station de service la plus proche. Du coup, vous vous arrêtez et puis une fois sur place, Joseph, le pompiste, va vous parler pour la toute première fois de la route 0, qui semble être en fait le seul itinéraire possible afin de vous rendre à votre destination. Mais vous vous rendez compte aussi que les détails quant à la façon d'atteindre la 0 sont vraiment très très rares et que en fait votre quête qui semblait si simple et si facile au départ est loin en fait d'être une mince affaire, pardon. Donc vous allez vous arrêter sur pas mal de lieux de façon un peu hasardeuse et glaner des informations pour justement trouver votre chemin. Mais très très vite, Conway va en fait croiser pas mal de monde sur la route et d'autres événements viendront en fait bouleverser les plans. Donc vous allez vous éloigner en fait de plus en plus de votre objectif. Pour en revenir au jeu en lui-même, Kentucky, c'est un point and click qui est peu traditionnel. Je suis un peu frustrée parce que ça fait partie, pour moi, c'est un vrai pilier qui est un peu dur à résumer en quelques minutes. Mais voilà, c'est pourquoi peu tradi? Parce qu'en fait, c'est pas une question, c'est pas un jeu indé avec des phases de puzzle ou de chemins sinueux à traverser pour aller d'un point A à un point B. En fait, vraiment, c'est un format qui est vraiment un ovni dans ce marché-là. Il y a énormément de narration. C'est genre 99% du jeu, c'est de la narration. Et une énorme dose de poésie et de références derrière tout ça. La plupart du temps, en fait, le jeu va laisser les joueurs prendre les rênes quant au choix des dialogues. Et en fait, certains choix vous donneront un peu plus de méta sur le lore principal ou sur les personnages que vous allez croiser le long de la route. Ça peut aller comme je vous disais, il y a énormément de références, elles sont littéraires, historiques, il y a énormément d'histoires par rapport au lieu, de détails sur les personnages et en fait là-dessus, ça ne tient vraiment qu'à vous de savoir de ce sur quoi vous voulez vous pencher en fait, parce qu'en fait on a un lore qui est le fil rouge principal, mais derrière tout ça, il y a tellement de choses qui vont se passer au fur et à mesure de votre avancée dans l'aventure qu'en fait, on va se rendre compte qu'il y a 10 000 sujets à creuser, 10 000 personnes dont vous allez faire la connaissance qui vont vous intriguer. Et c'est vraiment au joueur, sur la façon dont il dirige les dialogues, qui va décider de ce sur quoi il va vouloir chercher du détail. Donc en fait, tout le long de l'aventure, Kentucky, c'est le genre de jeu qui fait vraiment vaciller et vraiment lâcher prise quelque part.
On se laisse emporter dans un torrent de plein de petites histoires où il n'y a vraiment pas de finalité derrière tout ça. Et tout paraît finalement anodin et finalement rien ne l'est. On y croise des gens vivants, on y croise des fantômes, on est vraiment dans un univers où il y a vraiment tout qui s'entremêle. On a du mal à voir la frontière entre les deux. Mais voilà, on est balancé entre tout ça. Vraiment, je peux pas vous résumer l'histoire en soi, mais voilà, on y parle énormément de sujets. Derrière tout ça, il y a énormément de références quant à voilà, il y a des histoires sur l'endettement, du fond historique sur la crise économique pendant voilà cette période dans ce Kentucky rural. On y parle d'amour perdu, d'abnégation, mais aussi beaucoup d'espoir dans tout ça, à travers des gens qui en fait sont très banals. Et voilà, comme je vous disais, notre objectif de départ qui était de se rendre à l'adresse pour faire notre livraison, en fait, elle s'efface petit à petit pour laisser place à tout le reste, à tout ce qui nous entoure. Et c'est vraiment derrière tout ça l'histoire d'un Kentucky qui est en proie à la crise économique et ces gens qui essayent de s'en sortir tant bien que mal et voilà qui vont faire votre connaissance, qui vont croiser votre route et qui vont faire un bout de chemin avec vous. Et voilà. Et en soi, je peux vraiment pas vous donner plus de détails que ça sans vous spoiler parce que ça fait aussi partie de l'idée de la découverte et de l'expérience. Mais c'est assez phénoménal. Côté esthétique, je pense que là-dessus, je vous ai habitué à chroniquer des jeux un peu sordides, mais là c'est vraiment pas le cas. On a ce côté un peu low poly avec des formes simples, des couleurs très simples, mais avec une composition scénique vraiment juste remarquable. Julie parlait d'une pièce de théâtre, et ben là dans ce jeu c'est digne d'une pièce de théâtre, vraiment dans la composition scénique. Et c'est d'ailleurs ce qui va inspirer Jack Elliott tout le long de son processus créatif. On a des scènes en intérieur, on a des scènes en extérieur qui sont sublimées par de la lumière, par des plans caméra qui diffèrent selon les mouvements du personnage et qui sont un vrai attrait à cette mise en scène. Et on y retrouve forcément des touches évidentes de Lynch avec des passages complètement surréalistes et détachés de toute temporalité. Et d'ailleurs, cette inspiration théâtrale, elle se fait aussi ressentir sur les dialogues et dans la narration, dans la façon dont on passe aisément d'acteur à spectateur. On a littéralement des dialogues où en fait on va avoir un double point de vue, un point de vue très omniscient, où en fait il y a un moment donné où on va répondre à la question d'une personne avec qui on est en train de discuter, et puis le moment suivant on va avoir 10 lignes sur la réalité de la pensée du personnage qui est en train de parler, et c'est vraiment très intriguant, et voilà, et même visuellement ça se voit ces passages là, parce que en fait tout ce qui est lié à la pensée des persos, en fait c'est des lignes qui sont en italique et qui tremblent à l'écran, comme pour transmettre ce côté un peu ça fait partie de ce que le perso pense, mais c'est pas quelque chose qui est communiqué dans l'histoire. Donc voilà, on navigue entre paroles et pensées à chaque fois, et je trouve ça vraiment très fort de le faire de façon à ce que les gens soient pas trop perdus au fur et à mesure de l'avancée du jeu. J'ai envie aussi de faire un gros big up à la musique qui, elle, joue un rôle essentiel dans Kentucky. Derrière, on a Ben Babbitt, donc l'un des 3 fondateurs, qui est musicien de père en fils, qui joue du saxo, du synthé, de la thérémine, pour donner une ambiance un peu bluegrass, un peu country, qui est trop cool à l'oreille. La bande originale, elle est d'ailleurs récompensée par divers sites, revues musicales,
parmi les meilleures bandes-son jeux indé vidéo de son année. Parce que la narration, elle aussi, a eu son lot de récompenses, mais la musique aussi. Donc c'est pour dire à quel point elle joue un rôle central dans Kentucky. Et d'ailleurs, avec l'arrivée du dernier, du 5e et du dernier opus, donc, la bande-son, elle a été rééditée en janvier, je crois, il me semble, 2020, avec quelques morceaux en plus. Et d'ailleurs, si vous voulez vous la procurer, vous pouvez avoir la version vinyle sur le site I Am 8-Bit, il me semble, ouais, c'est ça. Et voilà, et c'est juste génial. Il y a beaucoup de morceaux synthés qui sont en fait des morceaux d'ambiance. Et parmi tout ça, on a, je pense, 4 morceaux qui sont chantés par des groupes, mais aussi une chanteuse, il me semble, qui a rejoint, qui fait partie des voix en fait féminines du jeu. Et franchement, ça vaut le détour. Et je crois que d'ailleurs la playlist entière est dispo sur Spotify, donc je suppose qu'elle est dispo sur d'autres plateformes musicales. Mais voilà, en tout cas, la musique, ça fait partie, c'est un élément essentiel dans ce jeu, et j'en suis littéralement tombée amoureuse. Ça donne lieu à des scènes qui sont vraiment mythiques dans ce jeu. Au total, il faut à peu près compter 5 chapitres et 4 interludes. Grosso modo, chaque chapitre dure entre 1 et 3 heures selon votre envie de complétion. Donc, je parle aux gens comme John qui Et voilà. chasse les trophées. Donc, là aussi, il y a de quoi chasser. Et en fait, je pense que tu as une dizaine d'objectifs un peu cachés qui sont faisables que sur un second run, pardon. Mais voilà, s'il y a des joueurs un peu moins hargneux comme moi qui veulent juste tenter l'aventure, voilà, il y a des chapitres qui sont vraiment très facilement finissables en 1 heure, 1 heure et demie, quoi. Et en fait, chaque chapitre a sa propre expérience de jeu, sa propre ambiance, son propre rythme. Je pense que si vous lisez la critique, tout le monde s'accorde à dire que voilà, il y a un chapitre qui est un peu mou du genou parmi les 5, mais en fait non, parce que même ce chapitre-là qui est un peu plus lent en termes de rythmique, il apporte quelque chose de plus à la narration et au lore en fait. Et je vous avais parlé d'interludes, et les interludes en fait c'est clairement c'est ce qui en fait c'est vraiment ce qui vient entre chaque chapitre, et qui viennent en fait apporter des détails quant aux personnages qu'on va croiser plus tard dans l'aventure, mais aussi quant aux thématiques qu'on va aborder tout le long de l'histoire. Et pareil, comme les chapitres, en fait, elles déconstruisent carrément le gameplay. Donc en fait, selon les interludes que vous allez jouer, il y a vraiment des approches différentes dans le gameplay, mais aussi dans l'expérience sensorielle à proprement dit. Mais voilà, je peux décemment pas vous en dire plus sans commencer à rentrer dans les détails et du coup à vous spoiler. Mais voilà, il y a plein de choses. Il y a énormément de choses qui sont condensées dans ces 5 épisodes qui vraiment sont incroyables. Et c'est au prix de 23 € sur Steam, Humble, GOG, Itchy. Mais en fait, il y a aussi un portage qui a été fait sur console Switch, PS4, Xbox avec Annapurna. Donc voilà. S'il faut que je termine, n'y allez pas en pensant trouver un jeu riche en gameplay et en action, mais allez-y en vous enlevant tout doute de la tête, et en espérant y trouver quelque chose de différent et d'un peu déroutant. Très bien. J'ai déjà une question. Comment tu l'as vécu le jeu? Parce que tu dis qu'il est sorti sur cette année en fait, c'est-à-dire qu'entre 2013 le premier acte et le 2020 le dernier.
Est-ce que tu l'as vécu depuis le début ou est-ce que tu as rattrapé à un moment donné? Non, j'ai pas fait partie des personnes qui l'ont vécu Day One et qui ont attendu justement 7 ans pour la sortie de chaque épisode. Et en plus, je pense que c'est même pas des intervalles réguliers. Donc voilà, il y a eu des épisodes qui ont demandé un peu plus de travail en prod avant de sortir. Mais je les ai fait sur une session d'une dizaine d'heures de jeu. Ok. Quoi. Bah oui, justement, parce que je crois que l'épisode 4 est sorti en 2016, donc il y a eu 4 ans jusqu'au dernier. Enfin, j'imagine Ouais, l'attente ouais. devait être interminable pour ceux qui ont commencé avant 2016, quoi. Mais ouais. Je suis content moi, de découvrir que en 2020. Alors c'est un peu faux quand je dis que je connaissais pas, parce que tu citais tout à l'heure Annapurna Interactive qui a édité pas mal de jeux cool, et j'ai même précommandé un joli pack de jeux en physique. Dans lesquels il y a What Remains of Edith Finch, Outer Wilds et notamment ce Kentucky Road Zero. Et j'attends avec impatience de le recevoir du coup pour pouvoir le faire. Et puis je sais comment ça va se passer, Zef il va le squatter après donc il n'y a pas de problème. Mais oui, je ferai Non, les. en fait, je viens de l'acheter sur le PSN, là, je viens de le télécharger. Eh ben voilà. Fallait attendre 5 minutes, mais tant pis. Non, de toute façon je le reçois pas avant quelques mois, mais c'est pas grave. Et mais moi ça m'attire vachement, et trophée ou pas, il y a des jeux qui se savourent pour leur histoire, et après si les trophées sont pas compliqués, on peut rajouter un peu de temps. Mais ouais, ça m'a bien hypé, mais je pense que j'aurais pas supporté le fait de jouer avec 7 ans d'écart. Je sais pas, enfin, je pense que j'aurais mal Ouais, vécu. non, moi aussi, je pense que je l'aurais mal vécu et en fait, malgré tout, je pense que ça fait partie des choses que si tu fais pas dans la continuité, tu as du mal à raccrocher derrière les wagons parce qu'entre un chapitre et un autre, te rappeler de l'histoire et de tout ce qui a été fait, je pense que c'est hyper compliqué parce que c'est très très dense en narration. Il y a énormément de dialogues, donc tu t'imagines tu fais un chapitre d'une heure et demie, 2 heures, avec tes choix narratifs, avec voilà, les lieux que tu as visités, les personnes que tu as croisées. Juste, en fait, si tu attends 4 ans entre cet épisode-là et l'autre, je pense Ouais. que tu oublies la plupart des choses que tu as fait. Quoi. Ouais, je comprends très bien. Et surtout, moi, je repense toujours à cet exemple que j'adore. Life is Strange, j'aurais pas supporté d'attendre des semaines entre chaque épisode. Enfin, je l'ai fait en quasiment une semaine. Et déjà, je travaillais la journée entre 2 épisodes et ça me paraissait ultra long, quoi, parce que j'avais vraiment envie de continuer. Ouais. Donc, j'espère avoir la même bonheur, on va dire, même envie d'enchaîner les actes. Mais bon, en tout cas, ça m'a bien rendu du rêve. Est-ce que Julie, quand t'as entendu qu'on a cité Lynch, par exemple, est-ce que ça t'a fait un peu relever les oreilles, ça t'a donné envie de t'aventurer dans ce jeu? Carrément, et il n'y a pas que ça qui m'a interpellée. Enfin, vraiment, Anya, dans ta chronique, tout me parle. L'esthétique du jeu, je regardais, moi, ça me plaît beaucoup. L'atmosphère, l'ambiance lynchienne, comme tu le dis. La BO aussi, hyper importante, avec du blues, du theremin. Je l'ai noté tout de suite là, sur Spotify, je vais l'écouter après l'enregistrement. Et puis, ouais, cette route zéro qui a l'air si mystérieuse. C'est vraiment bon, je suis pas gameuse, je suis pas énormément cliente des jeux vidéo, mais c'est vraiment pour moi des œuvres qui m'intéressent, qui m'interpellent et qui me donnent envie d'y aller, carrément. Bah, c'est plutôt cool. Et Zef, je te demande pas si t'as envie de le tester, puisque tu viens déjà de l'acheter, c'est ça? Bah voilà. En vrai, je l'ai fait ça dans mon cerveau et dans mes fenêtres internet, ça a fait musique OST. J'ai tapé le site IM8bit et machin, et je suis allé voir le prix. J'ai favorisé la page pour me dire on verra. J'ai ouvert l'onglet YouTube pour dire ok, on va écouter la musique après. Et de fait, je suis tombé sur l'esthétique du truc et je vais ok, je vais aller sur le PSN Store tout de suite. Et J'aurais dû te ça prévenir s'est que passé en 5 minutes en vrai. c'est Vous l'avez parfait. trop bien vendu, Anya. Ah oui, c'est clair. Ben, c'est trop cool. Ouais. Moi, je suis. Et alors encore une fois, contrairement à certains jeux que j'ai pu chroniquer, je mets vraiment une sorte. C'est pas une alerte, mais voilà, c'est très dense. C'est très dense en narration. Et c'est vraiment un jeu où faut vraiment décrocher le côté quasiment vidéoludique, dans le sens où en fait c'est presque un roman visuel où en fait le peu de déplacements que tu vas faire, forcément il y a des parties un peu gameplay qui sont super intéressantes et qui forcément participent à enrichir en fait la narration et l'ambiance, mais c'est très secondaire.
par rapport à tout ce qui va être dit et tout ce qui va être raconté en fait. Du coup, ouais, c'est pas le genre de jeu que je conseille à tout le monde. Même si voilà, j'aimerais que tout le monde puisse vivre l'expérience pour voilà, donner du feedback et au moins l'essayer en soi. Mais c'est vraiment un format qui est très très dense. Et voilà, il faut s'accrocher un petit peu parce que moi j'avoue que j'ai eu des moments un peu de latence où je me suis pas ennuyée, mais c'est que en fait tu reçois tellement d'informations textuelles qu'au bout d'un moment tu décroches forcément, très naturellement. Mais voilà, ouais, c'est vraiment pas un jeu indé comme j'ai l'habitude de voir, quoi. C'est moins triste, il y a peut-être moins d'histoire derrière aussi au niveau de la conception. Il y a moins d'histoires sur la dépression, effectivement. Et encore, bah si, en vrai, il y en a. Ah, quand même. Il y en a quand même. Mais voilà, il n'y a pas que ça. Voilà. Et en tout cas, ça sublime énormément de choses. Et voilà. Et quand j'ai. Il y a une chanson sur le dernier épisode qui est juste incroyable en acoustique et j'espère que même pour ceux qui ne le testeront pas le jeu, qui auront la curiosité d'aller voir et d'aller fouiller un peu dans la playlist Spotify, c'est incroyable. De toute façon, t'embête pas, il y a le lien plus bas, donc au pire, ne jouez pas, mais au moins écoutez la musique, ça peut vous donner envie. En tout cas, merci de nous avoir parlé de Kentucky Route Zero, qui est dispo, comme tu l'as dit, donc sur PS4, One, Switch et PC au global, pour un prix avoisinant entre les 22 et 25 euros, selon la plateforme, pardon. Et c'est donc le moment de passer au défi. Donc le défi que Trust nous avait imposé la fois précédente, enfin proposé même, c'était le fait de chroniquer un coup de cœur en 1 minute, donc 60 secondes chrono par personne. Et on l'a fait, c'est trop cool, mais vous pourrez l'écouter dans un bonus Patreon. Je vous expliquerai un peu plus tard, à la fin du podcast, comment ça fonctionne. C'est un peu le DLC finalement de ce podcast, donc c'est plutôt cool. Et plutôt que de parler de coup de cœur, on a la petite surprise que Zef nous a préparée, qui est un peu son coup de cœur, on va dire. Il va nous expliquer tout ça dès à présent. Exactement, parce que j'ai eu le privilège, la joie, l'honneur, le bonheur de recevoir un jeu, un petit jeu de plateau, un jeu de cartes, jeu de plateau, un petit jeu, un party game. Et du coup, bah, je voulais vous le proposer et j'ai trouvé ça assez fun en vrai. J'ai testé avec des collègues au taf, c'était assez marrant. Et du coup, je me suis dit que j'allais du coup jouer avec vous là maintenant. Je suis sûr que vous connaissez le site Popcorn Garage. Ça vous parle ou pas? Oui. De nom. Voilà, ça en fait c'est un site qui est où vous êtes sur une image fixe qui il y a énormément d'accessoires qui viennent de tous les films possibles. Et en fait, le but c'était de cliquer dessus et de trouver de quel film c'était tiré. Tu mettais le titre dedans, t'avais des points et ainsi de suite. Donc ça a fait, je sais pas, il y a eu 1 million et demi de joueurs sur Internet, me dit la pub que j'ai devant moi. Et donc du coup, ils ont fait forcément un petit jeu de cartes, jeu de plateau entre guillemets, jeu de société derrière. Et voilà, c'est un jeu pour 14 ans et plus de 3 à 6 joueurs pour 20 minutes environ. C'est un jeu qu'on trouve à 20 balles. Et en fait, il y a des cartes dedans. Et le but, c'est, suivant les cartes, c'est de trouver le titre du film qui va avec. Et donc, je suis allé chercher différents types de cartes. J'ai pas tout pris parce qu'il y en a où il faut mimer, il faut fredonner, tout ça. Donc, je me dis, ouais, à distance, c'est un peu relou. Mais là, je vais vous proposer donc 25 questions. Ça va aller assez vite, je pense. Et qui vont monter en difficulté suivant les catégories. Et je vous propose de compter les points, de savoir qui est les meilleurs d'entre vous en cinéphile. Ça vous va ou pas? La pression, oui. Allez, go. Non? Je sais pas, c'est pour prendre la pression, c'est marrant. C'est marrant, très bien. Allez. Ok. Bah allez, je vais mettre un petit compteur de points. Hop, et voilà. Donc là, on a une première catégorie qui est une carte action duo. Il y a 5 questions dedans qui vont aller de plus en plus dures. Le but, c'est que je vais vous donner 2 acteurs et il faut me dire dans quel film ces 2 acteurs ont joué ensemble. Wow. Ok. Ok. René Zellweger et Tom Cruise. What? Ils sont déjà joués ensemble. C'est une invention. Et ça, c'est la question Ah facile. non, ils ont joué un film, ils ont un film ensemble. Ouais, c'est facile ça. On t'écoute, Julie. Je sais pas, ils sont pas sur la même planète. Déjà, c'est pas possible. Bah, je vais dire le titre et je suis sûr que tu vas faire Oh, mais oui! Je sais pas la réponse. Bon, vous me dites si je donne la réponse, hein, c'est vous qui me dites. Et Tom Cruise. Ouais. René Ah, c'est Zellweger. pas un vieux, genre Risky Business. C'est un vieux film, effectivement. Mais c'est pas Risky C'est pas Business. Risky Business.
Quelle culture. Tu vas être vénère. Hein. Ah, peut-être. Je Hein. vais le dire, tu vas être vénère. Ah, mais putain Ah ouais, pas un là, Top là, Gun. franchement, je vois pas. Alors, non. C'est Jerry Maguire. Ah, Ah. putain. Ok. Putain, j'aimerais. Allez, deuxième question. Jake Gyllenhaal, Gyllenhaal. Gyllenhaal, merci. Et S. Gil- Ledger. Ouais. Et S. Ledger. Oh. On Ah peut bah f- Brokeback Mountain. Bien Ouais. sûr, Ok, bien ok. sûr. Julie. Bill Murray et Scarlett Johansson. Lost in Translation Ou j'ai une bêtise Oui, Oui. bien, bien. Oui. Yes, Exact. j'ai un point, c'est bon, bonne soirée. Brad Pitt et Bruce Willis. Facile. Attends, non, j'allais dire une bêtise. Un Tarantino. Burn After non Reading. Ah. Non. Ah non, il est pas dedans. Non plus, pas Tarantino. Vous le savez, ça. Je- Vous le savez, je c'est vais- sûr. Oh, l'armée des Ah, 12 singes. Bien joué. Oui, exactement. Oui, exactement. oui, oui. Allez, la dernière de cette catégorie. Sigourney Weaver et Harrison Ford. Julie, c'est pour toi ça. Ah, là, ça va être le. Oh putain Mais Merde. Julie, c'est pour toi ça. Je te mets le point d'avance. Non, mais alors moi, Sigourney, à part Alien, j'en vois pas. Hein. C'est clair. Mais Je la vois tellement pas dans d'autres catégories de films. allez, elle joue une patronne un peu connasse. Working Girl. Je pense que je l'ai eu. hmm, Ah ok. oui, ok. Putain, Ok. tellement Et bah, bon je film. sais que je l'ai Putain, pas je vu. pensais que. Oh, faut absolument que tu le vois. Ah ouais. Ok, Je le deuxième, note sur ma to-do film. deuxième catégorie, c'est assez simple, c'est une citation d'un film, et il faut trouver de quel film ça provient. Ah, je suis trop nulle avec ça. Mais non, tu vas voir. N'as-tu jamais dansé avec le diable au clair de lune? C'était spécial Ketrus, mais ouais, vous l'aurez pas ça là, je pense. Ah merde. Ouais, je l'ai déjà entendu, mais là, Bah, c'est Batman 1 avec de Tim Burton. Eh bien. C'est la phrase du Joker dedans. Ah ouais, Un non, point trop pour dur. Cotrus. Et bon, n'est stupide que la stupidité. Alors ça, aucune idée. c'est pas un truc genre rencontre avec Joe Black ou un truc Non. comme ça, un peu. Un Non, peu fin c'est 90s. Forrest Gump. C'est Forrest Forrest je pense. Gump, bien joué. exactement. Ouais, ok. Oh, Ok. Celle-là, ça va aller Bravo. très très vite. On ne laisse pas bébé dans un coin. Je sais. Dirty les gars. Dancing. Ah merci, putain, j'ai eu peur. Merde. C'est mon point. Un peu plus dur, Nobody Fucks with Jesus. Oh. Ah, Big Lebowski. Oui, Ah oui, non bien joué. oui. Ouais, bien joué. Vraiment dur celle-là, je pense, mais le grappin est notre maître. Alors, il y a un film Ouais. à Assassin's Creed, mais je sais pas s'il y a un rapport. Non, Je sais pas, Cliffhanger. non. Celle-là, elle est dure. Non, Escalade. attends. C'est pas un dessin animé? Ah, Si, parce que si, je vois très bien. Les petits extraterrestres verts. ouais. Les Gremlins Non. Toy Story. Oui, Toy Story. Ah oui. Ok. Allez, nouvelle catégorie, c'est la catégorie casting. Le but, c'est je vous donne un réalisateur. Faut trouver un film grâce à deux têtes d'affiche. Une ou deux têtes d'affiche, pardon. Le réalisateur et l'année de sortie. Ça, c'est assez balèze, mine de rien. J'essaie de prendre des Ouais, faciles. c'est dur. Réalisateur Steven Spielberg, Tom Hanks, 2002. Steven Spielberg. Ah, c'est Seul Ah au oui. monde, là, comment il s'appelle Non, c'est pas ça. C'est Seul au monde, le titre. Ah non. Non. Mais ouais, qu'est-ce que c'est ça le titre, mais. Sûr, j'ai vu aussi. Ouais, vous connaissez, c'est sûr. Il y a une série Netflix qui joue un peu avec ça aussi. Sur un tueur en série. Ça vient pas comme ça, là. Mais. Bon, ok. Arrête-moi si tu Ah, peux. Ah, ok. oui. En plus, j'adore ce film. Putain. C'était pas un tueur en série, c'est un Oui, en arnaqueur. Oui. Le gars qui tuait des chats et des trucs comme ça. Ouais. Ouais, j'avoue. Il a tué des gens quand même. Martin Scorsese, Robert De Niro, 76. Le parrain. Oui. Non, Ouais, pas. Hein non, non, Hein Non, un. Attends. non. Pas du tout le parrain. Merde. Je vais dire une connerie, mais. Ah, Taxi Driver. Irishman. Taxi Driver. Ah. T'as dit quoi, Ania? Ah. J'ai pas entendu. J'ai dit Irishman. Ouais, j'ai pas entendu la date, donc j'ai C'était dû le dire, même, la merde. mais 30 ans C'est ça. plus tard. C'est ça. C'était le même. Brian De Palma, Al Pacino, 83. Très belle année. Scarface. Oui, Oui. évidemment. Julie qui s'envole avec 5 points. Steven Spielberg, Tom Cruise, 2002. T'avais pas dit. Non. Guerre des mondes. Non, pas loin. On est sur une adaptation d'un roman de Philip K. Dick. Minority Report. Absolument. Ah ouais. Minority Report.
Le dernier, ouais, elle est facile. John Carpenter, Kurt Russell, 1982. Ça, c'était plus pour Kate Rush, je pense. Escape from New York. Ah non. Mais j'y aurais pensé aussi. Ah, Big Trouble in Little China. Non plus. Il t'en manque un. Ah merde. Merde. Il fait Attends, Kurt Russell. Ah oui, The Thing. Bien sûr, The Thing. Ah, Experte. Allez, plus que 10 questions et 2 catégories. Là, c'est un peu plus simple. Je vous donne un synopsis qui est fait un peu à la ramasse. Et faut me donner le film qui va avec. Ça marche. Genre, ok. mais oui, là, c'est la cata. La planète, c'est que de la flotte. C'est un désert de flotte. Et au milieu de tout ça, il y a un homme poisson qui vit sur un bateau. Il a un harpon. Waterworld. Comment ça s'appelle Pardon? Waterworld. Ouais. Ah putain. Qui l'a dit en premier? J'ai pas Julie. entendu. C'est Julie. Ok. Mais pourquoi il est aussi grognon? C'est parce que les nazis l'ont mis au monde ou parce qu'il doit limer ses cornes chaque matin? Bref, calibre en main, cigare au bec, il fume les méchants qui le contrarient. Ah, Hellboy. comment il s'appelle Hellboy, Hellboy, oui. oui. Ah putain, c'est oui, Julie. J'aurais dû le dire. Un ado de 16 piges semble difficile à capter pour son entourage. Ouf, son ami Franck le comprend et sait lui parler. Dommage, c'est un lapin géant. Denis Darko. Oui. Oh la vache. Sympa pour les gens. elle est en train de nous tuer. Ouais, tu mais vois. voilà. C'est pour que les auditeurs aussi aient le temps d'écouter Julie. Allez, là, on est sur deux difficiles. Entre le trip du frigo dévorant, l'attrait des cachetons colorés, les jeux de TV ou le sexe débridé, Harry, sa meuf Marion et son pote Tyrone ont l'embarras du choix pour décoller. What? Ouais. Requiem Oh non, for j'allais a dire. Dream. Ouais. Oh putain, j'aurais dû le dire, j'aurais dû le tenter. Je sais pas être ça quand même. Je me souviens pas du frigo, mais si en fait, si. Si, Si, le ouais. C'est la mère, elle a un truc avec le frigo, non? Ouais. Si, ouais, c'est la mère qui voit le frigo parce qu'elle Exactement. bouffe plus en fait. C'est le film qui m'a fait louper deux dates. Ah ouais. Parce que je voulais montrer ça à une nana genre un soir pour dire hey, tu viens chez moi, on va mater un film. Ah ouais. Et en fait, elle a tellement badé après le film que bah Bah, tu m'étonnes la scène de fin, Ah ouais. merci T'as quoi. envie de J'ai envie de rentrer rentrer chez chez toi, toi, hein. hein. Pardon, mais. non mais c'était encore pire que ça, c'est parce qu'en fait, elle avait un de ses meilleurs potes qui était addict à la drogue et tout. Oh Et là donc, là. du coup, ça l'a fait Putain. bader genre violent quoi. Tu vois, bon, bref. Et tu n'as jamais revu. Pardon. Et voilà. Un mec se réveille dans une baignoire sans souvenir. Des albinos chauves en chapeau noir le traquent dans la ville. Lui, il cherche un spot introuvable. Shell Beach, un sacré bordel réglé comme une horloge. Ouais, franchement, un des meilleurs films de science-fiction du monde. Les albinos avec des chapeaux noirs. Ouais. Attends. Putain, ça me dit quelque chose. Ah mais attends, non, j'allais dire une bêtise. Redis Dis là, parce que- le début, t'as parlé d'une baignoire, c'est ça? Un mec se réveille dans une baignoire sans souvenir. C'est- Des albinos en Dark- chapeau Dark chauve en City chapeau le traquent. Dark City, ouais. Putain. Tellement bien. Tellement bien, tellement bien. Allez, dernière catégorie. C'est un peu plus dur. Là, je vous donne. Attends, je vais pas dire une connerie. Ouais, je vous donne des références de compteurs qui ont genre explosé pour un réalisateur ou un acteur, genre. Et il faut me dire quel film c'est. Quelle prouesse de Christopher Nolan a enregistré le plus d'entrées en France? Soit Batman. Non. Ah, comment ça s'appelle avec le mec qui s'atoupie là? Inception? Inception. Tu penses à ça? Allez, Ça fait un bon pitch. je Tu mets sais, un le point film aux avec deux. le mec et sa toupie. Je mets un point aux deux pour le... Bah, il y a Topi, non? Une toupie ou pas? Il y a une topie à la fin, effectivement. Et parmi les délires de Tim Burton, lequel a fait le plus d'entrées dans le monde? Le Noël de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Absolument pas. Ah, merci. Et c'est incroyable. Batman. Édouard aux mains Non plus. d'argent? Non plus. Plus récent que ça. Charlie Chocolaterie. Ah, Ah Plus oui. récent. Plus récent que Charlie? C'était une commande. C'était une commande en plus. Ah, Alice. Alice au Pays des Merveilles. C'est horrible. Oh Ah la ouais, Ce film est vache. une merde. Ah, il est horrible Mais ce oui. film en plus. ok. Il est pas bon Ouais. en plus. Non. Quelle aventure du studio Ghibli a enchanté le plus de gens au monde? Chiro. Chihiro. Ok, je tentais, mais. Bien sûr. Ouais. Ah, fallait. De tous les trucs perchés de David Lynch, lequel a plus emballé la planète? C'est pas joli, ça, on va le laisser. Twin Hein. Peaks. En termes d'entrée. Ouais, en termes d'entrée. Ouais. Qui a explosé les compteurs. Le d'entrée. Steinway, non? Non. Ah, c'est Laure et Lula, peut-être. Non. Plus dur. Ta question, Julien. Mulholland Drive. Pardon? Mulholland Drive. Non. Oh là là, bah dis donc. Elephant Man. Non. Il y a Dune. Oui, Dune. Il y a un remake Ah. qui va sortir. Ah. là-dessus. C'est Ouais. vrai que j'avais oublié.
Et la dernière, elle est un peu dure, je pense, celle-là. Parmi les fantaisies des frères Cohen, laquelle a explosé tous les guichets du globe? Oh, alors là, tous les clichés du globe. Guichet. Bah, les grosso modo, guichets, celui qui a, Ah, qui a attends. explosé le plus d'entrées. Ouais. Oui, ça. Ok. Je sais pas, moi j'ai que Serious Man dans la tête. Mais... Brothers. Non. Il vient après, je crois. Ouais, Bro Brother, il est plus vieux. Je crois qu'il est sorti en 2010, le film. Alors Oui. là, Le, Je vois ti- pas ce qu'ils ont sorti en 2010. Hein. le titre québécois, c'est Le vrai courage. J'espère que vous aimez mon Ah, accent. True Grit. Ouais, trop gris, toi. Non. Ah, ok. Si. Ouais, putain, j'avais oublié que c'était eux. Ouais, moi aussi, ouais. Effectivement. Donc voilà, Très bien. ça c'est fun en vrai, et je pense que je referai ça des soirées au boulot là-dessus. Mais c'est voilà, il y a des questions un peu plus dures, des questions un peu plus simples qui sont assez marrantes en vrai. Il y a des trucs où il faut mimer, il faut donner parfois un objet, et faut donner le film avec. Toupie. Il y a des trucs. Il y a des trucs avec Baignoire. les emojis, tu sais, faut trouver les films Ah, avec oui. des emojis. Donc voilà, c'est assez c'est sympa, cool. c'est un bon party game quoi, c'est bien Ouais. inventé quoi. J'aime bien le Ça concept. révolutionne pas le genre, mais c'est fun. Oui, non, c'est sûr, mais t'as pas mal de genres différents et j'aime bien celui où tu racontes l'histoire un peu en Ouais. pitché à l'arrache, quoi. C'est pas mal. Putain, grave, tellement. Parfait. Voilà. Et bah merci Bon pour bah cette je vous fais pas les surprise. comptes, hein. On a 11 points pour Julie, 7 pour Anya. Et moi j'en ai un ou deux, c'est ça? 2. C'est parfait. J'ai pas une très très bonne culture ciné, mais j'essaie de rattraper ça. J'ai une vie pour le faire encore, donc ça va. Et bah merci pour la surprise, Zef. Et du coup, une surprise n'arrivant jamais seule, tu vas peut-être aussi nous proposer un défi pour la fois prochaine? Bah oui, ok, j'ai pas le choix, je vois. Voilà. Non mais voilà, on s'était fait il y a presque un an, on s'était fait un petit JDR Alien. Et du coup, bah je vous propose de repartir sur un JDR de mon choix que je choisirai au dernier moment sûrement et dont je ferai les Attends, préférés. JDR Alien, ça date de il y a. Non, ça fait pas un an. Mais l'année 2020 était tellement longue que ça Ok, fait long. ouais. mais il me semble que c'était au mois de mai ou un truc comme ça. C'était le premier confinement. Bah non, c'était avant le ski. Ah, peut-être, ouais, mars-avril. Attends, je sais Mars. plus. Mais C'est ok, mars. c'était Ah, au courant de l'année 2020 en tout cas. effectivement. Mais ça fait un petit moment, c'est vrai, en effet. Très bien. Ça va faire un an les Ça gars. va faire un an, ça va faire un an, c'est vrai. Dans 2 mois et demi. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Zef, pour cette animation très sympathique. On arrive donc au bout de ce 25e épisode du Contrecast. On va faire un petit récap sur les chroniques. Donc il y a Julie qui nous a présenté Jeanne d'Arc, D-A-R-K, Zéphiriel qui nous a présenté le livre Métro 2033 et les suivants, et Anya qui nous a parlé de Kentucky Route Zero avec ses différents épisodes. Et la surprise de Zef qui était plutôt sympa, où on a constaté que Julie était bien meilleure que nous deux avec Anya, mais c'est pas grave. Merci en tout cas à vous pour vos chroniques. On va faire un petit tour de table aussi pour savoir où est-ce qu'on peut vous retrouver. Anya, toi, quelle est ton actualité du moment? Alors, toujours sur Twitter, Anya-Gaming ou sur Instagram au nom de Cécile Way. Très bien. Et toi, Julie, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver dans Whisperos. Peut-être pour le début d'année un nouvel épisode. Et puis sinon, sur Instagram, sur mon Instagram, où il ne se passe à peu près rien. Vraiment au compte de Jeanne d'Arc. C'est déjà pas mal. Et on termine par Zéphiriel. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bon, bah, on peut me retrouver sur le Défaussé ou 6388 qui parle de jeux de société, et bien évidemment. Bien sûr. Et puis aussi, on peut tous vous retrouver et nous retrouver sur le Discord de Vaisseau Hypersensas. Alors, bien évidemment, vous pouvez aussi vous abonner, comme ça vous ratez pas les prochains épisodes du Contrecast, hein, Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast et compagnie. Et le lien de Discord est évidemment en bas. On fait aussi un petit paragraphe sur la partie Patreon, parce que, alors c'est évidemment pas obligatoire, mais si vous aimez notre podcast ou les autres podcasts du crew, comme ceux qu'on a cités auparavant, vous avez la possibilité de nous soutenir mensuellement avec le prix d'un café ou un peu plus, hein, c'est pas forcément très élevé, mais ça nous fait toujours du bien et ça nous aide à améliorer la qualité des émissions du vaisseau. Comme ça, vous pouvez rejoindre par exemple Matt Satonaka, Yakbar ou encore Gigos pour ne citer que, en soutenant le vaisseau, ce qui nous permet aussi de vous proposer des avantages sympas avec des petits contenus exclusifs, comme par exemple ce que je vous disais, le DLC de ce podcast avec nos différentes chroniques en minutes chrono. Et vous pouvez toujours... Ah mais merde, il est pas là que Trus. Anya, on fait comment? Tu penses qu'il faut... Bah en fait j'ai toujours une blague avec Trus, mais là il est pas là, et du coup comment on peut faire? J'ai pas pensé à noter ça. Il faut mettre 5 étoiles sur iTunes. Ah voilà, c'est ça qu'il fallait dire. Merci.
Merci Zef, ouais, 5 étoiles sur Apple Podcast, parce qu'on dit plus iTunes, mais bon, vous l'aurez compris, bien sûr. Et si vous l'avez déjà fait, ce qui est probable, si vous nous écoutez et que vous trouvez ça génial, et bah faites-le sur le téléphone d'un ami ou de quelqu'un que vous n'aimez pas. C'est pas grave. Après, vous êtes lavé les mains, tout ça, blabla. Bref, on se retrouve le mois prochain. Prenez soin de vous, des bisous, et à très vite. Salut. Salut. Salut.